Chers amis, abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 avril. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un thème astrologique qui n'est pas lié à l'actualité, et bien qu'il le soit malgré tout, puisque c'est le thème de monsieur Erik Satie, dont on fête le centenaire de la disparition, puisque Erik Satie est mort il me semble, le 1er juillet 1925. Je suis sûr du mois et de l'année, j'ai un petit doute sur le jour. Voilà. Donc on fête le centenaire. Donc monsieur Erik Satie est donc quelque part sous les feux de l'actualité, et bien qu'on en parle très peu, pour ainsi dire pas du tout, dans les médias, et c'est bien regrettable, et ça montre bien dans quel état d'esprit on baigne actuellement. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de monsieur Erik Satie? Eh bien parce que c'est un homme, un artiste que j'aime profondément. Je l'aime vraiment beaucoup, cet homme. C'est un musicien, compositeur, je pense que vous le savez tous. Né donc, comme vous le voyez, le 17 mai 1866 à 9 h à Honfleur. Et ce qui en fait donc un natif du Taureau avec un ascendant Lion. Et donc Erik Satie, compositeur. Je vous avouerai que moi, il ne se passe jamais une semaine sans que j'écoute une composition d'Erik Satie. Généralement, quand je travaille, quand j'écris, que je suis amené à devoir, je veux dire réfléchir, ce n'est pas interdit, eh bien, généralement, il y a toujours une composition d'Erik Satie qui m'accompagne, et ça depuis des années et des années. Alors, c'est un homme qui est boudé par l'intelligentsia. Pierre Boulez n'a eu que des propos méprisants sur lui. Je cite Pierre Boulez parce qu'en fait aussi cette année le centenaire de Boulez. Voilà, je voulais également rendre hommage à Erik Satie. Alors Pierre Boulez est un immense musicien aussi, la question n'est pas là. Voilà, donc vous avez sous les yeux le thème d'Erik Satie, Taureau, ascendant Lion, donc un maître d'ascendant qui est dans le signe vénusien du Taureau, au trigone dissocié, certes trigone avec Jupiter, qui est angulaire. Alors Erik Satie était un personnage hors norme, un homme d'une singularité, je dirais singulière, passez-moi cette redondance, mais c'est vrai que personne ne ressemble à Erik Satie. Il est exceptionnel et unique même dans son travail musical, dans ses compositions. Vous avez tous entendu une musique d'Erik Satie, notamment les gymnopédies et les gnosiennes. Je voulais vous mettre une musique en toile de fond, mais avec la SACEM et les droits, je me méfie. J'ai pas envie de me faire squeezer cette vidéo, car maintenant avec les algorithmes, on échappe à très très peu de choses. Vous savez, j'ai eu dernièrement un procès avec l'AFP parce que j'avais reproduit une photo que j'avais trouvée sur internet qui appartenait à l'AFP et que je n'avais pas le droit. C'était une photo prise durant une manifestation, une photo qui aurait pu être prise par n'importe lequel d'entre nous, et on me demandait de verser la bagatelle somme de 610 € pour cette photo qui était sur internet. Il n'y avait aucune indication qu'elle était de l'AFP. Enfin, vous voyez un petit peu dans quelle époque on vit. Donc maintenant, je me méfie un petit peu, on devient complètement paranoïaque, c'est épouvantable. Enfin, ça, c'était une petite parenthèse, mais on va aller vers un monde qui va être de plus en plus sous contrôle, je vous le dis. Alors, je reviens à l'objet de mon intervention de ce matin. Erik Satie. Taureau, ascendant Lion, Soleil, Vénus. Alors, comment dirais-je? Par quel bout prendre ce thème, en fait? Voilà. Je l'ai regardé évidemment avant de lancer cet enregistrement. Alors on a ce Saturne là qui est au fond du ciel, en Scorpion. Un Saturne qui est là visiblement maître de la maison 6, qui est à 0 degré du Capricorne, maître par exaltation de la maison 4 également. Il est au carré de l'ascendant, il est opposé à Pluton, et puis à Mercure, et trigone Lune-Uranus. Alors il est vrai que ce Saturne est assez caractéristique en 4 parce que Erik Satie fut un grand solitaire. Il vécut toute sa vie seul,
On ne lui a connu qu'un seul amour, c'était avec Suzanne Valadon, la peintre, dont on actuellement consacre une exposition à Beaubourg. Sa relation avec Suzanne Valadon n'a duré que 6 mois. Elle a été donc fulgurante. Et à la suite de cette relation, il a composé une composition qu'il a intitulée Vexation, n'est-ce pas? Et une composition à jouer 840 fois d'affilée, non-stop. Voilà, Vexation à jouer 840 fois d'affilée, non-stop. Donc Satie, déjà la précurseur de ce qu'on appelle la performance, déjà au départ. Alors, qu'est-ce qui signe la singularité, l'originalité de cet homme? Eh bien, on a quand même une conjonction Lune-Uranus. Alors, il est ascendant Lion. Mais avec un confrère et surtout ami, Didier Gélin, que je salue au passage, on a eu des échanges parce qu'on s'est posé quand même des questions sur son ascendant. Il est né à 9h pile, en 1866. Alors vous savez, à l'époque, la justesse des horloges. Et puis le fait qu'on pouvait arrondir l'heure à l'unité supérieure, à la minute supérieure, nous a amené à nous interroger sur, comment dirais-je, la pertinence qu'il serait né à 9h du matin, et on a été amené à se poser l'hypothèse s'il ne serait pas plutôt ascendant Cancer, c'est-à-dire corriger l'heure de naissance et la ramener. Alors j'ai fait une petite j'ai procédé un petit peu à la correction. Il faudrait ramener l'heure à corriger de 13 minutes, vous voyez, arriver à l'heure à 8h47 qui ferait un ascendant à 29 degrés du Cancer. Pourquoi? Parce que là, ça serait la Lune qui serait maîtresse d'ascendant, et elle serait conjointe à Uranus. Alors, ça décalerait le milieu du ciel, c'est vrai, c'est-à-dire que l'angularité Neptune-Mars ne serait plus aussi forte. Là, ça reculerait le méridien, mais de toute façon, il y aurait toujours l'angularité et la conjonction Mars-Neptune. Hein. Mais ça serait moins saillant, moins précis que ce ne l'est actuellement. Hein. Et donc, cette conjonction Lune-Uranus, le maître d'ascendant conjoint à Uranus, qui fait que l'ascendant qui marque le mois profond va se colorer, va épouser les valeurs d'Uranus, marquerait donc l'originalité, la singularité d'Erik Satie, et le fait que cette lune en Cancer qui le rend très sentimental, très affectif, et il l'était, bien que tout ceci était camouflé, c'est la maison 12, et il était également sujet à des ruptures, avec Uranus très brutal. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui pouvait, comment dirais-je, rentrer dans des colères énormes, et puis rompre rapidement ses liens. Hein, Vénus, vous voyez, qui est dans sa maison 11 en Gémeaux, et peu importe l'heure de correction, Vénus reste en 11. Il a eu beaucoup d'amis, mais il s'est brouillé avec beaucoup de ses amis. Cette Vénus-là est en Gémeaux, donc c'est une Vénus mercurienne. Donc on voit que Mercure a partie liée avec Vénus. Vénus, c'est l'expression artistique, et Vénus est maîtresse de son soleil natal. Hein. Et d'ailleurs, nous notons qu'il y a une réception mutuelle entre Mercure et Vénus. Hein. Mercure vénusien, Vénus mercurienne. Certes, il n'y a pas d'aspect entre eux, mais ils s'échangent quand même leurs signes. Donc, ils s'échangent leur intérieur. Hein. Donc, on a la note un petit peu de l'artiste là. Et donc, cette correction, alors écoutez, ça c'était une hypothèse. On va rester sur l'heure de naissance dite officielle, on va rester sur l'ascendant Lion. Mais je voulais quand même attirer votre attention sur cette possibilité qu'il fût ascendant Cancer et non ascendant Lion. Alors, nous voyons également qu'il y a une conjonction Mars-Neptune à la culmination. Neptune est le maître de sa maison 9. Bah oui, aujourd'hui, Erik Satie jouit d'une comment dirais-je, d'une notoriété. Tous les plus grands musiciens l'adorent, hein, c'est clair, Philippe Glass. Dernièrement, il y a le grand musicien Alain Planès qui vient de sortir un CD où il reprend beaucoup de ses compositions. Je vous recommande d'écouter les interprétations d'Aldo Ciccolini. Hein, c'est l'une des meilleures. Il y a Pascal Roger aussi qui est très bien. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous énumérer toutes les interprétations. Il y a eu également des jazzman qui ont travaillé
sur les compositions d'Erik Satie, dont le grand Loussier. Ah, j'ai oublié le prénom de Loussier, ce grand jazzman qui avait également adapté Jean-Sébastien Bach, et il a également adapté Satie en jazz, et c'est une réussite, hein, je vous invite également à l'écouter. Et là on voit le côté universel, planétaire, Lune Mars du travail d'Erik Satie, Neptune Maître de Neuf qui culmine. Donc il y a je dirais une notoriété, une postérité qui est là indéniablement. Si de son vivant Satie fut un homme très pauvre, il habitait à Arcueil. D'Arcueil à Paris, faisait le chemin à pied aller-retour. Il vivait dans un tout petit réduit. Chose aussi très singulière chez lui, il n'a jamais eu d'instrument, il n'a jamais eu de piano. Toutes ses compositions, il les faisait de tête. Et il allait dans un petit café à Paris, à Denfert-Rochereau, où il écrivait ses compositions de tête. Et puis au fil du pas, quand il faisait les allers-retours entre Arcueil et Paris, avec son parapluie, il rythmait les tempos et il composait tout de tête. Vous voyez, donc ça marque vraiment la singularité de cet homme. Il n'a jamais composé à partir de son instrument, le piano. Alors sa mère était également musicienne, pianiste, et il a perdu sa mère très jeune à l'âge de 6 ans. On voit cette lune qui est en maison 12, hein, conjoint à Uranus, qui peut effectivement, Uranus étant la planète maîtresse de la maison 8, qui est une maison d'épreuve, marque la disparition de sa mère. Il était âgé de 6 ans. Hein. Il a été également confié à sa grand-mère tout jeune. On retrouve la présence de Saturne dans le secteur 4 de la famille. Hein. Comment dirais-je, Satie, ce Saturne au fond du ciel aussi parle de la nature de ses compositions. Il y a beaucoup de mélancolie, beaucoup de tristesse, et puis de temps en temps, il y a un côté prime sautier, et on retrouve cette Vénus en Gémeaux. Il y a beaucoup d'humour. Le titre qu'il donnait à ses compositions, Embryon desséché, Petits morceaux en forme de poire, et je vous en passe. Hein. La manière dont il écrivait aussi ses partitions, il y avait des indications à fond dans le temps, relâchez-vous, enfin bref, toute l'œuvre de Satie est une œuvre unique, exceptionnelle, singulière. Il ne ressemble à personne d'autre, et l'homme aussi. Alors l'homme, attention, Soleil Taureau, avec Mercure. Pluton est au milieu. Quand il allait s'acheter un costume, il n'en achetait pas un, il en achetait 10, 12. Et il achetait le même costume. Les parapluies. Ah, le parapluie d'Erik Satie, c'était son sceptre. C'était un objet précieux. Il ne sortait jamais sans son parapluie, peu importe la saison. Et il ne fallait surtout pas toucher à son parapluie parce qu'il rentrait dans des colères terribles. Il s'est brouillé avec des amis à cause de cela. Donc il avait une collection de parapluies, de costumes, de chapeaux melons. Il n'achetait pas un article, il en achetait 10. Et on retrouve le côté oralité du taureau, l'amoncellement. Hein. Et chez lui, son petit appartement, c'était rempli, un capharnaüm, on ne pouvait pratiquement pas rentrer. Il ne recevait jamais personne chez lui, Saturne fend du ciel. Hein. Donc, je vous l'ai dit, sa seule relation amoureuse qu'on lui a connue, c'est avec Suzanne Valadon, ça a duré 6 mois. Il a eu beaucoup d'amis musiciens, Darius Milhaud, Ravel, Debussy, avec lequel il y avait une complicité, puis ils se sont brouillés parce que il était pratiquement impossible de côtoyer Satie sans arriver à se brouiller à un moment donné ou un autre. Vous voyez, cette Vénus est au semi-carré de Mercure, c'est sesquicarré à Jupiter, et puis il y a quand même un Pluton qui est au milieu de Soleil, Mercure, c'est sa note sombre. Vous voyez cette opposition Saturne-Pluton. C'est un homme qui a vécu dans des conditions matérielles terribles, vraiment une grande pauvreté, un grand dénuement, Erik Satie. Hein. Alors, il est à l'origine de 2 créations qui sont rentrées dans l'histoire, Parade et puis Relâche. Parade, c'est une création avec Jean Cocteau, Picasso qui a fait les décors, Daguerreotype pour les chorégraphies et Erik Satie qui a fait la composition de ce ballet. Puis il y a eu le ballet Relâche aussi, également. Et ces 2 compositions, ces 2 opéras, ballets sont rentrés dans l'histoire de la musique. Satie a
évolué durant l'époque Dada, surtout parce que il est mort en 1925, donc 1925, le surréalisme a pris officiellement naissance en 1924, donc il a surtout évolué dans la mouvance Dada, plutôt que surréaliste. Alors, il ne supportait aucune autorité, il a un Jupiter angulaire en 7, c'est clair. C'était pas l'homme qu'on pouvait endoctriner, ce Jupiter est au carré de Mercure, vous voyez, opposé à l'ascendant. Il était impossible de l'endoctriner, de le faire marcher au pas. Il y a quand même un trigone Soleil-Jupiter qui existe, certes il est dissocié, mais il existe quand même. Ça lui conférait une certaine forme d'autorité, mais une autorité qui était regardée avec beaucoup de distance. Certains le considéraient avec une certaine déférence même. Enfin, c'est un homme qui a souffert d'un manque de reconnaissance de son vivant, c'est clair. Aujourd'hui, ce Neptune là-haut avec Mars rattrape. Mars est le maître de son milieu du ciel, conjoint Neptune, le maître de la maison 9. Vous me suivez dans mon raisonnement. On voit que la conquête, c'était sur l'axe des nœuds, le nœud sud. Donc évidemment, vous voyez, il est allé à la conquête de son nœud nord par les valeurs de Vénus, mais fond du ciel. Donc ça a mis du temps à arriver à percer au grand jour et à ce qu'il ait une notoriété, mais aujourd'hui il l'a. Erik Satie est joué dans le monde entier par les plus grands compositeurs. C'est un beau pied de nez sur l'histoire et la vie en fait, parce que tous ceux qui l'ont démoli, je me demande si dans quelques années on va encore parler d'eux, alors que Satie en continuera éternellement, le côté infini de Neptune. Et le maître du milieu du ciel qui est conjoint à cet infini, sa musique continuera d'être jouée un petit peu partout dans le monde entier, c'est indéniable. Vous voyez, même Mars, vous voyez là, est au carré quand même de sa lune natale. On a un carré appliquant, un carré qui est croissant, donc il est fort, il est en pleine formation, ce qui marque toutes ses blessures affectives. C'est un homme qui a beaucoup souffert en fait, mais qui n'en montrait rien. Certains disent qu'ils n'ont jamais entendu ni vu Erik Satie sourire ni rire. Alors il avait un regard très malicieux, il avait le sens de la formule. Je m'appelle Erik Satie comme tout le monde. C'était l'une de ses formulations qui correspond bien à un trigone Soleil-Jupiter. Je m'appelle Erik Satie comme tout le monde. Voilà. Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Enfin voilà, si vous avez l'occasion de lire ses aphorismes et ses écrits qui viennent d'être republiés, ça vaut le coup de lire les écrits d'Erik Satie. On voit son esprit qui était plein d'humour. Il y avait énormément d'humour, beaucoup de dérision, ce Saturne Scorpion aussi qui est là. Il y avait un sens de la dérision chez lui, beaucoup d'humour. Alors évidemment, cette conjonction Mars-Neptune, là, qui est une conjonction hyper émotionnelle, évidemment, c'était un homme qui, au semi-carré, vous voyez, du Soleil, c'est un homme qui pouvait très très vite s'emporter. Il était à fleur de peau, et ça pouvait le rendre extrêmement réactif. Et ça a été l'homme toute sa vie des brouilles et des ruptures. Et on voit bien les deux luminaires, là, Lune-Uranus et un Soleil au semi-carré de la conjonction Neptune-Mars, ça marque les ruptures et les brouilles, mais toujours pour des raisons profondément affectives. C'était toujours lié à des blessures. Alors pour les autres, ça paraissait grotesque, mais lui, ça correspondait à ce qu'il était profondément par rapport à ses propres valeurs. On va dire qu'il était d'un bloc, ce cher Erik Satie, d'un bloc. Oui. Et puis, pas du tout, comment dirais-je, avec une vision très relative de ce qu'il faisait, c'est-à-dire que, au fond, il prenait au sérieux ce qu'il faisait, mais lui, il ne se prenait pas au sérieux. C'était un homme qui savait s'effacer. Saturne, fond du ciel, Lune-Uranus, maison 12, derrière sa composition. Et puis Neptune, j'ai oublié de vous le dire aussi, c'est la planète de la musique, et elle culmine dans son thème. J'aurais dû vous dire ça même dès le début. La musique, d'où vient-elle, où va-t-elle? C'est un grand mystère, la musique. Vous savez, pour moi, c'est l'art suprême. Pour moi, c'est l'art supérieur à tout, c'est la musique. Et on voit qu'il y a un Neptune qui culmine. Donc la valeur neptunienne qui mène son destin. Avec un Mars, évidemment, qui le rendait frondeur.
C'était un homme qui pouvait piquer des colères. Hein. Alors Ravel l'estimait, Debussy l'aimait beaucoup. Alors après, il y avait des personnes qui le détestaient. Par exemple, André Breton et lui étaient ennemis, hein, parce que Breton était fermé à la musique. Et alors évidemment, Satie ne supportait pas l'autorité et les personnages autoritaires. Breton était un homme très autoritaire, en plus fermé à la musique, donc ils pouvaient pas être copains tous les deux, c'était pas possible. Bref, Satie se dressait devant toute autorité, quelle qu'elle soit. Il avait un côté quand même anard quelque part, un libertaire fortement marqué. Que vous dire d'autre de ce thème? Bon bah oui, Saturne, le maître de la 6, hein, là c'est vrai, donc le maître de la 6 au fond du ciel en Scorpion, ça teinte, ça assombrit quand même. Alors c'est vrai que si on corrige l'heure, la 6 passerait en Sagittaire, hein. Et oui, ça changerait un petit peu la donne, hein. Voilà, ça changerait un petit peu la donne. Et la 7 passerait en Capricorne. Donc maîtrisé sous Saturne, ce qui marquerait effectivement toutes la solitude qu'il a connue et les ruptures, c'est vrai aussi. Hein. Jupiter resterait dans la maison 7, quoi qu'il en soit, hein, ça ne change pas grand-chose. Mais au niveau des cuspides, ça bouge un peu et ça change l'ordre des maîtrises. Et vous savez que moi, j'accorde beaucoup d'importance aux maîtrises. Alors Erik Satie, voilà, donc il a beaucoup écrit. Je vous invite vraiment à écouter ses compositions. Vous verrez sur Internet, vous tapez, vous tomberez sur les gnosiennes ou les gymnopédies en priorité. Hein. Il a influencé beaucoup de musiciens. John Cage aussi, beaucoup de musiciens contemporains se sont inspirés d'Erik Satie énormément. Il a une influence aujourd'hui qui est constante. C'est la postérité qui l'attendait. Voilà, malheureusement de son vivant, il ne l'a pas eu. Mais il l'a aujourd'hui, voilà, indéniablement, et on continue à le jouer. J'espère que là, à compter du mois de juillet, il va y avoir quand même des manifestations autour de lui, hein, parce que là, pour l'instant, c'est maigre, il n'y a pas grand-chose qui se fait actuellement. Il est vrai qu'on a tendance à oublier notre histoire, et puis les artistes, les grands artistes, on les oublie, hein. On préfère les influenceurs et les influenceuses aujourd'hui, hein. Ces éphémères de notre réalité, que voulez-vous? C'est ainsi, hein. Alors oui, cette Vénus quand même, là, en maison 11, elle est belle, hein, alors, et oui, cet amour avec Suzanne Valadon, qui n'a duré que 6 mois, qui a été éphémère, mais ça l'a fait beaucoup souffrir, hein. Il voulait se marier avec elle, il a eu un embannement, et puis ça n'a pas duré, hein. Suzanne Valadon, quel personnage et quelle vie aussi, hein. C'était une femme libre, autodidacte, qui a servi de modèle et qui a appris à peindre en regardant les peintres travailler. Un destin aussi hors norme, c'est Suzanne Valadon, qu'on apprécie ou non sa peinture, c'est autre chose. Et il a été éperdument amoureux de Suzanne Valadon, et ça a été sa seule et unique relation sentimentale. On ne lui a connu aucune autre relation par la suite. Il avait des frères et sœurs également, la Lune, hein. Alors il a perdu une sœur très jeune. Il a eu un frère aussi qui se prénommait Conrad, très lié à son frère. Son frère est mort quelque temps après lui. Alors Erik Satie est mort à l'âge de 59 ans, hein. Il est mort jeune, 59, il a pratiquement... le deuxième retour de Saturne sur sa position natale, hein. Voilà, il est mort à 59 ans. Saturne est important pour moi dans son thème parce qu'il marque sa vie. Et c'est la seule planète qui est sous l'horizon. Comme vous le voyez, elle est en relation avec Mercure, Pluton. C'est une opposition Saturne-Pluton, c'est une opposition qui est difficile, hein, vous savez. Et puis vous voyez que Mars-Pluton sont les maîtres de sa maison 5, qui est la maison des réjouissances, de la chance, de la vie amoureuse. C'est teinté des valeurs marso-plutoniennes. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus... comment dirais-je, de plus lumineux, hein. Et pour lui, ça a été... c'est ce qui s'est incarné dans sa vie. Voilà, que vous dire d'autre? Un Mercure sous la maîtrise de Vénus, hein, comme je l'ai dit, la réception mutuelle entre les deux, hein, dans ce qui marque à mon avis l'artiste, le musicien.
Les valeurs taureaux, bah, il y avait un côté vivant chez lui, plein d'humour. Alors c'est vrai que Satie a fréquenté également c'est un peu, il était Alphonse Allais, vous savez, l'époque du Chat Noir avec Rudolf Salis, cette époque du Montmartre. Bah, Satie a fréquenté tout ce milieu-là, hein, et il était tout à fait en adéquation avec cette époque-là absolument fantastique, hein, où le bourgeois allait s'encanailler dans ces endroits-là, hein, tout se mélangeait. Alors il a côtoyé, il a côtoyé tout ce milieu-là. Il a très bien connu également Pablo Picasso, hein, Picasso qui était, comme on sait, Scorpion, mais avec un bel amas en taureau. Picasso aimait beaucoup Erik Satie. Picasso avait beaucoup d'affection pour Erik Satie, par exemple, hein, aussi. Alors Vénus, maîtresse du fond du ciel. Alors vous savez que je vous l'ai souvent dit que pour moi le fond du ciel, la maison 4, je l'appelle l'ascendant occulte. L'ascendant maison 1, c'est le moi profond que l'on perçoit, et l'ascendant occulte, c'est notre part intime, secrète, hein, que l'on révèle dans la part d'intimité quand on accepte de l'échanger. Lui, elle était vénuso-saturnienne. Vénus, maîtresse de 4, et Saturne par exaltation. Vous voyez, donc il avait ce fond vénusien qui ne le quittait pas, indéniablement, et puis cette présence saturnienne qui est là, qui a marqué sa grande solitude. Dès le départ, hein, il ne connaît pas sa mère, il est confié à sa grand-mère, qui se prénommait Eulalie, si j'ai bonne mémoire, il faut le faire, Eulalie, quel prénom, hein, déjà une petite note d'originalité, et voilà, et il était bien chez lui, le Nord, vous voyez, il était tout seul, dans un petit réduit, mais qui était plein. Quelquefois, il s'envoyait des lettres qu'il n'écrivait pas, des lettres qu'il n'ouvrait pas, pardonnez-moi, il s'adressait des courriers qu'il n'ouvrait pas. Hein. L'anecdote raconte qu'il a eu un piano, qu'il a réussi à faire rentrer, mais il l'a installé de façon verticale, il avait noué les cordes. Bref, il aurait eu un piano chez lui, mais qu'il aurait rendu impraticable. Voilà, il a eu un piano, mais il ne pouvait pas travailler avec. Il l'a fait rentrer, il l'aurait installé en position verticale, il aurait noué toutes les cordes. Bref, il l'aurait ficelé, un piano avec lequel il ne pouvait pas jouer. Il faut s'en occuper, hein. Vous vous rendez compte, vous voyez un peu la singularité de l'homme, hein. Et puis, toute son œuvre, parce que c'est pas une petite œuvre, hein, vous savez, il a fait des opéras, il a tout composé de tête, il n'a jamais eu d'instrument sous les mains pour travailler. C'est quand même un cas exceptionnel, à ma connaissance en musique. Peut-être y en a-t-il d'autres que j'ignore, mais lui, en tous les cas, c'était son cas. Voilà, je voulais vous partager ce petit moment de passion que j'ai pour lui, hein. Oui, alors Mercure opposé à Saturne, hein, une opposition appliquante, hein. Évidemment, Mercure avance petit à petit. On a en plus un Saturne qui est rétrograde, donc un Saturne rétro est très fort. Je dis toujours que la rétrogradation sied très bien à Saturne, hein, donc il est encore plus fort quand il est en rétro. Voilà, alors c'est vrai que le Soleil est aussi dans la maison 11, hein, donc c'est vrai que il était, comment dirais-je, il était seul, comment dirais-je, mais pas solitaire. Voilà. Il a été quand même, Soleil-Vénus, il était quand même très aimé dans son entourage amical. Les gens l'aimaient, voilà. Il attirait quand même sa sympathie, tout en étant évidemment très singulier, et les gens marchaient sur des œufs avec lui, hein. Non pas qu'il fût violent, hein, pas du tout, hein, c'était pas un être belliqueux, mais il fallait pas trop venir le chercher, quoi. Voilà, hein, c'était pas... Ça passe, Mars-Neptune, ça dégaine très vite, hein. Puis on trouve ça dans les thèmes de gens qui inscrivent leur énergie, leur désir au service des autres, hein. On trouve ça chez les gens qui s'engagent pour des causes humanitaires, ou qui vont chez des militants syndicaux, ou des grands reporters, des reporters de guerre. On trouve des aspects Mars-Neptune. Lui, ça culmine. Eh bien, il a mis son désir, sa volonté au service de la musique, au service de cet art universel. Voilà. Je vais conclure par cette note-là, qui est, ma foi, tout à fait en adéquation avec Monsieur Erik Satie, que je salue.
Voilà, bah écoutez, après cette petite présentation, bah allez écouter une gnosienne, une Genoptibdi, ou ces petites sonatines bureaucratiques, ces petits morceaux en forme de poire, les embryons desséchés, et je vous passe, ce sont les titres de ces compositions. Hein. Il a également, à un moment donné aussi, j'ai oublié de vous le dire, important aussi quand même, fait des compositions pour les Rose-Croix, les Rosicruciens. Hein. À l'époque, il a fait ce qu'on appelle ogives. Les ogives, ce sont des compositions pour les Rosicruciens. Vous savez, c'était l'époque, là, cette fin du 19e siècle, début du 20e, où le milieu ésotérique, occultiste, côtoyait le milieu artistique. Voilà. Léon-Paul Farc pratiquait l'astrologie, comment dirais-je, tout ce milieu-là se rencontrait, c'était foisonnant, ce n'était pas éclaté, atomisé comme l'est aujourd'hui notre monde. Hein. Et donc, Erik Satie a, je crois, côtoyé le Tsar Péladan, et avait à un moment donné fait partie des Rosicruciens. Bon, il n'y est pas resté parce qu'il ne pouvait pas se fondre dans un collectif, hein, avec un seul Lune Uranus et un trigone Soleil-Jupiter, mais il a été durant un moment parmi les Rose-Croix et il a fait des compositions, ça s'appelle les ogives, vous verrez, c'est assez curieux, vous verrez. Voilà, alors la musique d'Erik Satie, c'est quelque chose, quand on l'a entendu, on ne l'oublie pas. Il s'inscrit dans notre inconscient collectif, Neptune. Voilà. Mars, le petit poinçon, qui s'inscrit dans l'inconscient collectif. C'est une musique qui nous accompagne. Alors oui, hein, c'est pas Jean-Sébastien Bach, bien sûr, c'est pas Chopin, c'est pas, bien entendu, c'est pas Rachmaninoff, bien sûr. Mais il y a cette dimension poétique chez Erik Satie. Pour moi, c'était la poésie en musique. Je ne sais plus qui a dit que, je crois que c'est Alain Planès qui a dit que Erik Satie c'était le Marcel Duchamp de la musique. C'est pas idiot comme comparaison. C'est loin d'être idiot. C'est assez juste, je trouve. Eh bien écoutez, là je m'arrête parce que sinon je risque de repartir encore en roue libre. Eh bien écoutez, si cette petite vidéo vous a passionné, écoutez, vous mettez toujours le petit pouce pour la référencer, n'hésitez pas à la partager. Pour les nouveaux venus, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et inscrivez-vous à mon site internet. Je vous remercie de votre attention. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.